On a tous autour de nous des personnages singuliers qui nous intriguent. On les croise dans la rue ou sur les réseaux sociaux, on les connaît sans les avoir rencontrés et on sait qui ils sont sans vraiment les connaître. Mais ce n'est qu'un bout de l'histoire. Guillaume et Julien se font compter les hauts faits, les actions d'éclat, les bons moves et les ratés flamboyants de ces héros et héroïnes du quotidien. Vous écoutez Poser, le podcast en français de l'Éclat. On lance les hostilités, bienvenue dans Poser. Je m'appelle Guillaume, je suis avec mon acolyte Julien et on a l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre invité Ryan Le Garec. Salut Ryan. Salut. Salut Julien d'ailleurs aussi. Vous allez bien les gars? Ça va. Il fait beau. Ouais. Il fait beau, ça fait plaisir. Ouais, il caille encore un peu mais il fait beau. Toi je t'ai vu passer il y a une demi-heure, t'es allé porter ton fils en vélo à l'école. Ouais. Je pense que t'es le héros des temps modernes de Julien. Ouais, on en reparlera sans doute, mais pour moi les parents qui conduisent leurs enfants à vélo... J'ai une admiration sans borne. Ouais, ça prend beaucoup de pilules anti-rage, quoi, mais... Anti-rage ? Ouais, ce matin, j'ai vu 2 taxis griller la priorité, violemment à une fille qui était devant moi, quoi. Une fille qui était à vélo ? Ouais. Okay. Et toi, tu te dis, t'as ton enfant là, juste devant. Ouais. Toi, t'es 5 mètres derrière, donc t'as largement le temps de voir venir, mais c'était parce que c'était une femme. Si ça avait été moi, le mec il aurait pas osé me griller parce que je suis un gars, que je suis grand et que ils auraient pas osé s'imposer comme ça aussi facilement. Et après quand t'as un enfant, ouais, les voitures font d'office beaucoup plus gaffe, quoi. Et tu trouves que les voitures font plus attention parce que t'as un grand vélo? Ouais. Mais en plus, c'est le genre de vélo où c'est sûr que si jamais ils me touchent, ils vont avoir plus qu'une rayure. Et moi le vélo il est tellement lourd que je risque de pas le sentir, quoi. Donc tu roules avec quoi comme vélo ? Un cargo, un bullet. C'est ces vélos avec une espèce de plateforme à l'avant. Voilà, t'as une plateforme à l'avant et t'as toute une grosse armature en métal autour de l'enfant, donc... Et tu transportes les deux dessus ? Non, pas encore. Pas encore Non, la petite elle a 3 mois et demi. Ok, donc, c'est un peu tôt. Ouais, on l'a pas encore mise à vélo. Bon Ryan, je te pitch en 30 secondes. Okay. T'es réalisateur, vidéaste, photographe de plus en plus. Breton, né à Londres, avec des origines tunisiennes aussi de ta maman. Ouais. T'as vécu un peu partout. Là, ça fait 17 ans que t'es à Bruxelles, t'es un Bruxellois d'adoption. Ouais, ça fait plus longtemps on and off même, je crois. Je crois que ça doit faire presque 20 ans maintenant. Tu t'es marié avec une Bruxelloise, Sarah, qu'on embrasse au passage. T'as eu 2 enfants, 2 beaux enfants avec elle. L'autre grand amour de ta vie, c'est le vélo. Nous, on s'est rencontrés via le vélo d'ailleurs. Moi, je te connaissais avant l'époque des coursiers où t'étais... sur ton surlit en train de commuter, et puis on s'est croisés. Puis on a travaillé ensemble dans une boîte de coursiers qui s'appelle Pédale. Ouais. Et puis tu t'es lancé dans des trips d'endurance, la transcontinentale qui était un trip complètement dingue l'été dernier. À fond. Moi je me rappelle de toi, t'étais déjà chez Pédale. On s'est croisés, on était tous les deux à vélo, on était à côté de Flagey. T'avais ta roue qui était voilée de chez Voilée, elle était carrée. Et moi j'avais un vélo qui était dans le garage à Flagey. J'ai sauté sur l'occasion pour te filer une roue et dépanner Pédale et avoir un peu de crédit avec Pédale avant de demander s'il y avait moyen de bosser. Ce que j'ai jamais fait finalement, j'ai jamais demandé à bosser chez Pédale. T'as jamais demandé, mais t'as bossé pour eux. Ouais, en fait, j'ai fait un reportage sur un film qui sortait, et puis je connaissais Kardama de vue comme tout le monde. C'était ce type avec ce charisme de malade sur son fixe, et tout en noir, habillé comme une espèce de ninja, avec un sac en travers, d'où sort un téléphone, 25 stylos dans une pochette sur le côté. Enfin ouais, je me souviens qu'une fois je t'avais décrit, je t'avais dit, quand j'ai eu l'uniforme, je me souviens, t'avais l'impression d'avoir un uniforme de super-héros. Et je me souviens que tu m'avais dit, c'est un peu comme un truc de samouraï et ça ressemble vraiment à ça, tu sais, ça s'arnage de partout. Enfin, t'as ton sac, t'as l'impression d'avoir une carapace. T'es resté coursier pendant combien de temps ? Ça a été on and off aussi, parce que c'était sur le côté. Je crois que la première fois que j'ai travaillé pour Pédale, ça doit être maintenant, il y a 5 ans, un truc comme ça, presque. Ce qu'on peut dire, c'est plutôt l'époque où les coursiers à vélo ont commencé à émerger ici à Bruxelles ? C'est une des premières boîtes. Si ce n'est la première. Non, c'est pas la première boîte à s'être lancée, mais dans le style un peu à la new-yorkaise, genre express, pour des boîtes de prod, pour des avocats, pour des architectes, pour des trucs un peu urgents comme ça, c'était la première, ouais. C'était un pari fou parce que c'était une époque où tu comptais le nombre de cyclistes sur les doigts de la main, quoi. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et puis c'était l'époque, il y avait Internet, mais il n'y avait pas de smartphone, donc ça se faisait au début, ils ont démarché avec des vieux flyers.
Ça a commencé rock'n'roll et puis ça a pris l'ampleur. Et ça fait aussi partie de la légende de pédale, je trouve. Qui sont les clients pour les coursiers à vélo? Beaucoup de boîtes de production, beaucoup de cinéma, beaucoup d'architectes. Et quoi, donc vous trimballez de quoi, des disques durs? Un peu de tout, non, un peu de tout. Parfois c'est des plis, des disques durs, des enveloppes, des trucs à faire signer, à ramener dans l'autre sens. Des maquettes parfois pour des architectes, des trucs un peu... là, des trucs ça demande un peu de fragiles. logistique, des trucs fragiles, Des trucs fragiles et des trucs de valeur parfois qui sont impressionnants, quoi. Moi, je me souviens d'avoir traversé la ville à fond de balle avec un clip de Stromae avec les Diables Rouges dans le sac et en me demandant si entre les 2 boîtes de prod, ils avaient assez de backup au cas où je crachais le disque dur, quoi. Qui doit être un disque dur à 175 000 €, je sais pas. Ok. C'est un peu Jupiler et une équipe de foot, donc plus un artiste. Et il y avait une petite pression et parfois des délais à respecter sous la pluie qui te font un peu flipper aux intersections. Qui font mal aux jambes. Qui font mal aux jambes. Et le coursier à vélo, c'est le coursier le plus rapide en fait? Dans une ville, ouais. Si tu connais les shortcuts, hein. Oui, mais je pense même si tu connais pas les shortcuts, parfois il y a des livraisons que tu peux faire à pied plus vite que taxi vert, quoi. C'est juste une ville qui est tellement congestionnée qu'il n'y a aucun sens à utiliser une voiture dedans, quoi. Si jamais tu veux livrer quelque chose, on voit bien qu'il y a énormément de camionnettes, donc on dirait que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais maintenant, t'as pas que Pédale qui se bat pour ça. T'as Hush, t'as Dioxyde de Gambette qui est là depuis aussi super longtemps. Il y a un petit peu plus de bonne compagnie. Et je crois que le gros désavantage des Deliveroo et des trucs dans ce genre, c'est que ça rend le métier de coursier un peu dévalorisé, quoi. C'est clair, moi je me souviens, si on parle de l'époque avant, je voyais les coursiers et pour moi c'était vraiment des chevaliers. Je sentais que c'était des sportifs, ils étaient bien habillés, bien fit et tout. Je lisais, t'as publié un article récemment qui retrace un peu, qui fait le portrait de Kerdama et là-dedans t'expliques comment s'organise en fait une équipe de coursiers à vélo. Et j'aurais bien aimé que tu reviennes un peu là-dessus parce que dans l'article je comprenais quelques bases mais ça a l'air vraiment compliqué, quoi. Parce que vous n'avez pas de dispatching en fait. Non. Donc en gros, il y a un gars qui doit garder le téléphone, les clients vont appeler sur ce téléphone. Et ce gars roule en même temps. Ouais, la demande arrive et comment est-ce que la demande est traitée? Est-ce que c'est le mec qui est au téléphone qui va la prendre ou il va l'envoyer à quelqu'un d'autre? Les deux. Ok. Il va soit l'envoyer, soit la prendre et souvent ça va changer tous les plans qui ont été établis depuis 2 heures donc ça peut être un petit peu compliqué. Moi je l'ai fait quelques fois le dispatch et c'est... Mais donc tout est dans la tête? Non. À part pour Kerdama et Karel, mais bon, c'est des machines et ça fait 10 ans qu'ils sont sur la route tous les jours. Toi, c'est impossible, t'es obligé de le noter, donc t'es obligé de t'arrêter, t'es obligé de le noter. À l'époque, moi, j'étais obligé de checker le plan tout le temps. On avait un peu la consigne de travailler avec des plans papier. Avec les bouquins de Rook à l'époque, donc on bossait, on allait dans nos petits plans. Pourquoi la consigne? C'était pas vraiment une consigne, c'était plus genre un style et une espèce de truc que Kerdama imposait naturellement, quoi. Dans le sens où un smartphone ça tombe et puis ça marche plus, et un plan ça tombe et ça peut être mouillé, mais ça marche toujours. Et on a toujours tous fonctionné avec des bêtes téléphones, des burners. Oui. On n'avait pas de talkie-walkie, c'était le seul truc qui manquait un peu. On voulait absolument avoir des talkie-walkie. Vous auriez bien aimé être en connexion constante les uns avec les autres? Ouais, c'était surtout pour le style qu'on voulait les talkie-walkie, parce qu'on trouvait ça trop stylé. Pédale, c'est aussi une affaire de style, hein. Je pense que ça porte bien son nom. Il y a un côté très... C'est l'image de marque aussi. Ouais, c'est une image de marque et je crois qu'ils ont très longtemps fait attention à rester discret mais en même temps efficace et ça se ressent même dans la manière dont ils s'habillent. Et dans la manière dont ils communiquent aussi. Ils communiquent pas énormément mais en même temps ils sont toujours sur les bons coups et donc on les voit sans les voir. C'est vraiment l'image du Shaolin, quoi. Comment est-ce que tu dépeindrais Bruxelles pour un cycliste? Mais j'ai pas vraiment l'expérience pour dire ça, parce que finalement j'ai pas roulé à Bruxelles super longtemps, 10 ans c'est rien, ça change constamment en plus. Ça évolue doucement, quoi. J'aurais jamais osé sortir un vélo à Paris et la première fois que je l'ai fait, c'est le jour où je suis passé sur un vélo en fixe parce que je me sentais tellement plus en confiance avec l'urbanisme et le comportement des voitures, quoi. Il doit y avoir 1 million de roues à Paris tous les jours, je sais pas, mais les voitures ont l'air de savoir qu'il y a des vélos et des 2 roues et de faire gaffe avant de tourner à droite ou de tourner à gauche.
Ce que tu ressens, c'est que c'est plus facile d'être à 2 roues à Paris qu'à Bruxelles. Ouais. Ça roule beaucoup plus vite à Paris, je trouve. Mais par contre, il y a vraiment un réflexe qui est rentré. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'il y a énormément de 2 roues à Paris. La ville a été congestionnée sûrement à un moment plus que Bruxelles. Et je pense qu'il y a eu un ras-le-bol général. Et les gens sont passés sur des scooters. Et oui, quand il y a beaucoup de scooters, ça change tout. Le scooter ouvre la voie au vélo ? Bah ouais, je me souviens avoir roulé une fois en Italie et je parlais avec un pote italien et je lui disais, je me suis jamais senti autant en sécurité que ce soit en ville ou dans des petits villages qu'en Italie à vélo. Et lui me disait que c'était juste parce qu'il n'y avait pas un seul conducteur qui à 15 ans n'était pas en train de rouler sur une Vespa. Et que du coup, c'était rentré dans la mentalité pour des générations et que... Ouais, je sais pas ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est la capitale de la Mecque mondiale du vélo. C'est une ville qui a été ultra cyclable à une époque. J'ai vu des archives. Et pourtant, c'est une ville qui est relativement vallonnée, non ? Ouais. Ce qui complique la... C'est pas une ville facile, ouais. Ça, par contre, Paris, pour le coup, là, c'était tout le temps sur du plat, donc je comprends qu'il y ait plus de gens qui soient passés au vélo. Et je trouve que c'est vraiment le gros avantage du vélo électrique, c'est que ça amène à tous les autres utilisateurs de vélo l'effet masse, quoi. Et ça, c'est cool. On en voit de plus en plus, hein. Au feu rouge, tout ça, le matin, maintenant, y a du monde. Alors, t'as l'impression souvent qu'ils se sont jamais pris une bûche à 20 km/h parce qu'ils roulent à 40 km/h comme si c'était complètement normal. Ils se rendent pas du tout compte, j'ai l'impression, de ce que ça peut faire. Moi, j'ai eu 12 accidents à vélo, un truc comme ça. Et c'est le truc qui me fait flipper, par contre, avec l'électrique, c'est que ça va trop vite. Ça va trop vite, ça démocratise la vitesse. Tu comparais Bruxelles à Paris parce que toi, tu as eu une vie avant réalisateur, avant cycliste bruxellois. Tu as eu une vie à Paris. Oui. Quand tu dis ça comme ça, on dirait que j'ai fait des trucs bizarres à Paris. Ah non, mais je sais. Tu t'es enfoui de Paris. Je sais que tu as eu une vie trépidante. Non, j'ai pas eu une vie trépidante à Paris. J'étais lycéen et étudiant. T'étais pas dans l'Eureka à Paris ? Oui, si, j'en ai fait un petit peu, ouais. Et puis ici aussi. Quand j'étais étudiant, ici aussi, ouais. Ici, pas quand j'étais étudiant, mais j'ai eu un trou à un moment. Je suis rentré dans un long truc et puis je sais pas, j'ai pas bossé pendant quelques temps dans quoi que ce soit qui est rapport au film ou à la vidéo. Ouais. C'était quoi ce long truc ? C'était une grosse tournée avec un documentaire sur un chanteur irlandais, Damien Rice. Ça a duré combien de temps ? L'aventure en tout, ça a dû durer 5 ans, je pense, un truc comme ça, presque. Ouais, même plus. On est restés très proches, donc on a continué à faire quelques trucs ensemble après. Mais le documentaire, lui, par contre, c'était un échec. D'accord. Ouais. Mais toi, tu as eu l'expérience de tourner avec lui, de faire des dates partout. C'était quoi, partout dans le monde ou Non, on a fait toute l'Europe. Ah oui, une tournée européenne. Une tournée européenne, ouais. On a fait une tournée européenne, des tournages de clips dans d'autres pays. Ouais, tout un tas de dates en Europe. C'est ça qui a lancé ta carrière de réalisateur, de vidéaste Non, ou l'envie d'en faire plus ? Non, pas du tout. Non, j'étais déjà actif. Je l'ai rencontré en Suède, Damien. C'était quand je travaillais en Suède. Et je travaillais en fait dans la danse contemporaine. Je faisais beaucoup de vidéos, mais aussi de la photo, du texte, de la scénographie. Ouais, je travaillais dans une troupe et c'est comme ça que je l'ai rencontré. En fait, moi, je l'ai rencontré à son concert où j'avais passé plus de temps au bar qu'au concert. J'étais avec 2 amies suédoises. Et on a traîné un petit peu plus longtemps que les autres et on était au bar et on a croisé Damien comme ça. Il est venu me taxer une clope, il me l'a échangé contre un sachet de thé. Je buvais pas du tout de thé, mais voilà. Et on s'est rencontrés comme ça. Et non, j'étais déjà réal en Suède. Enfin, pas réal, mais je faisais des trucs qui avaient rapport avec l'image et la vidéo et raconter des histoires. Et j'ai dansé avec un masque de catch mexicain sur la tête dans un théâtre en Suède avec le musicien de The Knife. J'ai fait des scénographies, j'ai fait quelques scènes dans un spectacle qu'on avait fait. Et ouais, c'était une période complètement géniale. Je suis parti en Suède à la base pour un contrat de 3 mois et j'y suis resté 2 ans. Contrat après contrat. Ouais, c'était une période chouette. C'était vraiment une période chouette. Dans 22 ans, je crois. J'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que j'étais tout petit et que je voyais mon père qui faisait pas du cinéma, qui faisait du reportage de guerre. Et j'avais toujours eu envie de toucher une caméra. Je pense que c'était un peu la même chose que si papa avait été champion de vélo ou si papa avait été pompier. Ou des trucs qui se passent de génération en génération
Parce que c'est sexy une caméra quand t'as 5 ans. Moi, c'était mon jouet préféré, quoi. Ça, c'est quand même pas rien de grandir avec un père qui est reporter de guerre, qui va couvrir des conflits partout sur la planète. Il était là, pas là, tu le voyais? Non, il était là, mais pas là aussi beaucoup. Et quand il était pas là, il était vraiment pas là, quoi. Genre, à l'époque, on parle d'une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, quand mon père partait en reportage, pendant 3 semaines, les seules nouvelles que j'avais, c'était les nouvelles. C'était de voir ses reportages, en fait. Ouais, c'était flippant parce que je crois qu'assez vite, genre vers 7 ans, j'ai compris qu'à chaque fois qu'il partait, il pouvait ne pas revenir. J'ai compris que c'était des guerres, j'ai compris que c'était dangereux, que les journalistes n'étaient pas derrière des vitres blindées. Et là, c'était particulier, mais je pense que ça a été particulier, à mon avis, si je me rappelle bien, ça a dû être particulier de 7 ans à 9 ans. Après, tu rentres dans la phase où tu crois que ton père il est invincible parce que tu le vois faire toutes les guerres. Donc tu te dis, bon, il sait ce qu'il fait. Et puis, j'étais déjà en Belgique, mais j'étais vraiment jeune, je devais avoir 18-19 ans, il a été pris en otage par des espèces d'intégristes philippins sur une île, l'île de Jolo. C'était un groupe qui s'appelait le groupe Abou Sayyaf, ça te donne une idée des revendications. Et il est resté combien de temps captif? 74 jours. Waouh. C'est pas beaucoup en fait. Non, mais ça peut paraître une éternité pour la famille qui... Je pense qu'une semaine otage, ça doit être déjà assez long. C'était pas un truc super dur à gérer pour moi. Hein. Franchement, je connais bien mon père et je savais que si quelqu'un pouvait gérer ce genre de situation, c'était lui. Donc j'étais pas dans une crise anxiolytique du tout. Jusqu'au moment où après 74 jours, ils ont commencé à bombarder l'île. Il a commencé à avoir une espèce de guerre civile, quoi. Genre, les Philippines voulaient récupérer l'île et puis tout d'un coup, ils allaient attaquer ce qui était bien et pas bien, quoi. Ils allaient attaquer les intégristes, qui étaient les gens qui détenaient mon père, mais ils allaient les attaquer avec des avions, quoi. Il y avait mon père dans le tas, donc ça a été une nuit un peu longue. Et c'est la nuit où il a choisi de s'évader. Ah ouais, donc il n'a pas été libéré ici. Non. Les terroristes qui détenaient mon père et les autres otages, ils ont décidé de les bouger du camp et donc d'essayer d'aller vers le sud de l'île, je crois. Enfin, ils voulaient éviter les bombardements et ils se sont dit, on va plutôt se mettre en route. Et donc, ils se sont retrouvés à marcher dans la jungle, dans la montagne de nuit. Vraiment une nuit très, très sombre. Et à un moment, mon père a dit, c'est le moment où on doit tenter quelque chose. Et son preneur de son a dit, OK, on y va, quoi. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont décalés de la ligne de marche. Et ils ont fait semblant de faire caca. Parce que c'était leur meilleure excuse. Et ils sont juste restés assis comme ça dans le noir. Et ils ont attendu un peu. Et puis après, ils se sont rendus compte que les mecs continuaient à marcher et ils se sont barrés. Et qu'on les avait oubliés, quoi. Ouais, qu'on les avait oubliés. Et ils étaient 2? Ils étaient 2, ouais. Ils se sont échappés à 2. Et après, ils ont fait quoi? Ils ont marché Après, ils ont marché longtemps. Sûrement en tournant en rond un peu. Et finalement, ils ont croisé une route. Et là, ils ont vu des phares qui arrivaient. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas qui c'était. Donc, ils savaient que l'armée était en train d'attaquer, qu'elle était probablement aussi sur le sol, pas que dans les avions. Et ils se sont dit qu'il fallait qu'ils tentent leur chance parce qu'ils étaient au milieu de la jungle et qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils allaient faire, quoi. Donc, voilà comment il s'est échappé. Je crois que mon père, c'est la personne que je connais qui a probablement le moins peur de la mort. Son père est mort quand il était très jeune. Mon grand-père était colonel dans l'armée, donc je crois qu'il a vécu comme ça et que du coup, ça lui a donné le... Mais après cette prise d'otage, il n'a plus jamais vraiment fait du terrain. Ça l'a un peu quand même... ça l'a bien blessé, quoi. À d'autres niveaux. C'est pas juste genre, j'ai été pris en otage, quelle horreur. Je crois qu'il a commencé à faire ce boulot pour raconter aux gens ce qui se passait dans le monde et essayer de dire aux gens que c'était à eux de changer ça. C'était à ceux qui avaient le pouvoir de regarder ces informations, d'influencer leur politique, de changer certaines erreurs. Et quand ils se sont rendus compte que non, ça servait à rien... Les gens continuaient à manger leur spaghetti bolognaise devant les conflits au Rwanda, devant les conflits au Libéria, devant la Yougoslavie. Il y a une désillusion double. D'abord qu'on revient d'un endroit où les gens vivent avec la présence de la mort permanente et que donc du coup ces gens-là vivent beaucoup plus que nous, sont beaucoup plus enclins à dire des choses importantes et à vivre des choses importantes. Je crois qu'il s'éclatait vraiment en reportage, mon père, et que le jour où il a été pris en otage et que ça a impliqué qu'il n'avait plus vraiment le feeling pour ça, parce que pour lui, s'être fait pris en otage, c'était avoir manqué de feeling.
Et que donc il s'est dit, tiens, maintenant, ça risque de me passer dessus, quoi. Il y a beaucoup de reporters de guerre quand même qui, on le dit pas assez souvent, mais il y a beaucoup de reporters de guerre qui finissent leur carrière sur le terrain avec une balle perdue, avec... ouais, il y en a plein, il y en a tellement, quoi. Il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont... Et mon père avait très très peur de perdre une espèce de feeling qui lui donnait l'impression d'être capable de gérer ce genre de risque, de les éviter. Et je pense que pendant très longtemps, il avait vraiment ce truc où il pouvait éviter les balles, quoi. On en revient un peu à la notion de super-héros dont on parlait tout à l'heure, à un autre degré. Ouais, pour de vrai, là, je crois. Le métier de reporter, ça m'a intéressé très longtemps, mais c'était pas ce que je voulais faire non plus, quoi. Mais dans ton travail, tu as une approche plus sur le quotidien, en fait. Enfin, moi, je connais beaucoup ton travail sur Bruce International. Ouais. Ce qui me fait dire d'ailleurs que si on combine ton aspect coursier avec cette activité-là, tu dois être un de ceux qui connaît Bruxelles le mieux. Parce que Bruce International, c'est des focus sur des personnes qui ont une activité à Bruxelles. Souvent, ça peut aller dans tous les sens. Oui, ça allait dans beaucoup de sens. Parfois, c'était un Rastafari qui venait faire un concert, quoi. Donc, ou des réfugiés politiques, ou un artiste de street art, ou un petit restaurant qui ouvrait. Je crois qu'après, ça devait faire 6 ans, un truc comme ça, que j'étais à Bruxelles quand j'ai commencé à travailler sur cette émission. Et très vite à travailler aussi en parallèle comme coursier. Et c'était vraiment genre redécouvrir une ville. Je connaissais pas Jette avant de faire cette émission. Je connaissais pas Berghem Saint-Agathe. Non. Et je connaissais pas non plus ces régions avant de faire du vélo. Et donc ces deux trucs-là m'ont rendu vraiment bruxellois dans le sens où j'ai mes cafés préférés à Jette et je connais pas mal de chefs qui travaillent dans les restaurants du centre, tu vois. Et du coup, tout d'un coup, tu connais le raccourci entre deux adresses et tu connais les gens qui y travaillent et beaucoup de gens du quotidien qu'on croise souvent. Donc on faisait les artistes de passage et on faisait les voisins héros un peu, les gens qui font de la charcuterie avec beaucoup de cœur. Ça fait combien de temps que tu fais cette émission ? Je travaille plus vraiment beaucoup sur cette émission, mais j'ai l'avantage d'avoir un bon contact avec et donc du coup de pouvoir être assez libre et de proposer des sujets qui m'intéressent et d'aller sur des sujets que je sélectionne. Mais ça doit faire 8 ou 9 ans que je suis sur cette émission. Ouais. D'ailleurs, on mettra le lien vers un de tes derniers reportages qui, moi, m'a bien interpellé quand j'ai vu, quand je préparais cette interview. C'est le reportage sur François de Hush Rush. Là, pour le coup, on parle de héros. Ouais, c'est un héros. On survole un petit peu, mais l'histoire de François, c'est une histoire de parcours. François qui est coursier à vélo. François qui a fondé Hush Rush et qui a un bras qui fonctionne et l'autre qui met dans sa poche, littéralement. Donc parfois, si on connaît pas François, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait un peu un excès de zèle sur le vélo, genre qui se la pète parce qu'il est là, genre avec sa main dans la poche et il tape un gros skid avec une main. Non, je crois que c'est super motivant quand tu parles un peu avec François de sa vie parce que tu te rends compte que t'as pas beaucoup d'excuses en fait de pas faire les choses que t'aimes, quoi, ou de faire le moindre compromis. On va sortir un article sur un blog américain où on raconte vraiment son histoire, son accident et comment il s'en est sorti en fait. Et qu'est-ce que ça implique et le fait que ça lui est arrivé à 20 ans et que ça a remodelé sa vie mais que finalement il en a fait une force. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans son histoire. Je pense que la manière dont il la termine est rigolote. Il me dit aujourd'hui, moi si j'avais mes deux bras, je ne saurais pas quoi en foutre, quoi. Et je pense que j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait si j'avais mes deux bras. Moi, il y a un plan dans ce reportage où on le voit refixer une pédale à une main. Moi, je suis pas du tout un mec manuel, quoi. Avec mes deux mains, j'aurais du mal, je pense, moi, j'en ai bousillé avec les mains, à refixer une pédale. Et on le voit faire à une main et ça a presque l'air facile, quoi. Il me faisait rire parce qu'il me disait le seul truc qui me fait vraiment chier, parce qu'il peut quand même lasser ses chaussures à une main. Il sait tout faire à une main. Il peut cuisiner, bref. Mais le seul truc qui l'emmerde, c'est les poivriers. Ça, il me dit, dès que je vais au restaurant et qu'il y a un poivrier, là, je suis saoulé, quoi. Parce qu'il sait qu'avec une main, tu peux pas faire tourner un poivrier. Tu peux pas grinder ton poivre. Et comme c'est un grand amateur de poivre, ça, c'est un truc qui l'énerve. Donc, je crois que si tu l'invites au restaurant, tu vas voir qu'il arrivera avec son mini poivrier à pouce. Comme ça, il est sûr d'avoir son poivre, mais ouais. Et c'est un type qui vit avec une constante douleur, mais qui a arrêté tous les médicaments contre cette douleur, qui a appris à la gérer, et voilà, c'est vraiment le voisin héros. C'est un peu
c'est ce que j'ai adoré quand on avait commencé l'émission, c'est que c'était vraiment ce qu'on voulait développer. Et François, c'est un mec qui prend pas de nom pour une réponse, quoi. Et qui s'arrêtera jamais de rêver et de faire les choses dont il rêve. Et donc aujourd'hui, il y a cette partie reportage vidéo, mais ce que tu nous disais, c'est que tu prépares quelque chose, un article, sur ce même genre de sujet, tu prépares des articles, et en fait là, tu t'es lancé dans la publication, la rédaction d'articles aussi. Oui. Sur le vélo. Sur le vélo. Ou sur des cyclistes, ou sur des... Ouais, il y aura sûrement souvent un rapport avec le vélo, je pense. Oui, c'est sur le vélo. Parce que moi, j'ai lu Kardama, j'ai lu récemment un article sur une américaine qui venait faire des courses de cyclocross ici en Belgique ou en Europe. Ouais. T'as couvert aussi quelques courses de cyclocross à droite à gauche cette saison. Ouais, je suis tombé amoureux du cyclocross cette saison et je pense que je pourrais jamais m'en lasser. C'est un sport magnifique. Bah, explique-moi, moi j'ai l'impression que c'est le sport le plus ingrat du monde. C'est peut-être un des sports les plus durs au monde. C'est une course de vélo qui dure 1 heure, dans les conditions les plus déplorables qui soient, avec de la boue, du sable, des côtes de malades qui durent pas longtemps mais qui sont d'une raideur tellement intense que les mecs parfois vont déclipser, prendre leur vélo sur l'épaule, courir, t'as des escaliers, t'as des tremplins, enfin c'est vraiment genre... Et puis alors ça se passe évidemment pendant la saison intéressante, en hiver. En hiver, sous la pluie. En hiver, faisons ça bien. Je pense que l'expression flandrien doit venir d'un racer de cyclocross parce que c'est les mecs les plus courageux qui soient. Et il y a une proximité, c'est dans des champs en Flandre, en Wallonie. Avec le public qui est derrière les nadars. Le public, il est à 3 cm. On les sent, les coureurs, quand ils passent. On pourrait les toucher, on peut leur parler, on les voit s'échauffer dans un village de caravanes. Enfin, je veux dire, c'est un cirque qui se promène, le cyclocross. C'est un sport magnifique. Je me rends compte maintenant que je suis pas le seul non plus à m'être rendu compte que c'était une pépite au niveau des histoires, parce que le setting est juste incroyable, quoi. Genre, c'est un sport avec des gladiateurs qui sont plus impressionnants pour moi que des stars de football, mais avec qui on peut parler, qui sont venus en caravane. Et c'est un sport très belge, voire même flamand en fait. Très belge, ouais, très belge et très hollandais. C'est vraiment les pays qui dominent ce sport depuis pas mal d'années maintenant. Notamment parce qu'en Belgique, comme il y a un amour du vélo beaucoup plus fort que dans d'autres pays, la télé a suivi, et le fait que la télé suive, ça a fait qu'il y a eu encore plus d'intérêt en Belgique sur le cyclocross. Et il y a eu des bonnes formations, et je crois qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été bien entraînés, bien préparés à ça. Et du coup, une flopée de champions du monde, quoi. Mais moi, j'y connais rien, en fait. Je suis tombé dessus complètement par hasard, avec mes potes de pédale qui m'ont amené voir une course. Et ça a été vraiment un choc, quoi. Parce que c'est vraiment... Ouais, c'est épique. Comme je m'intéresse à l'ultra-distance, j'en suis venu à détester le mot épique, mais là, le cyclocross le mérite totalement, quoi. Et en plus, les mecs, ils roulent pas sur des gros VTT suspendus. Non, voilà, ils roulent sur des vélos de cyclocross qui ressemblent à des vélos de course complètement normaux. Ouais, on a l'impression que c'est pas du tout un vélo qui est fait pour la course qu'ils sont en train de pratiquer. Ouais, quand même, hein, mais... Parce que le vélo doit quand même être léger, parce qu'ils vont pouvoir le porter. Voilà. Oui, t'as l'impression que c'est un peu entre deux catégories, et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Les types doivent avoir des notions de contrôle hallucinantes pour gérer des glissades, des deux roues dans la boue. Enfin, il y a des trucs. Il faut le voir pour. On peut pas. Je pense pas qu'on puisse vraiment comprendre ça avec 3 plans à la télé, quoi. Même regarder toute une course. Après, une fois qu'on en a vu en vrai, on a envie de les regarder à la télé. Mais non, on voit les coureurs passer plein de fois parce qu'on se déplace sur le parcours. C'est une journée dans la nature, dans la boue. Il y a un truc. On retourne en enfance, on joue dans le bac à sable, dans la boue. Et même de regarder les mecs faire ça, on retourne en enfance. Il y a un truc... Moi, j'ai l'impression que tu fais de plus en plus de sujets qui t'éclatent, que tu arrives maintenant à concilier ton boulot de vidéaste, de photographe, avec ta passion pour le vélo dans tes sujets de plus en plus présents, quoi. Ouais, je sais pas, mais je crois que j'ai toujours vraiment fait des trucs qui me plaisaient. J'ai jamais finalement été forcé de filmer des trucs qui m'embêtaient, ou alors on me proposait beaucoup d'argent pour ça, mais ça m'a très vite ennuyé. Et ça m'intéressait pas de faire de l'argent, ça m'intéressait de rencontrer des gens et de rencontrer les histoires
et d'apprendre sur les autres, d'apprendre sur soi en même temps. Et que ce soit en télé ou peu importe, même en travaillant dans des restaurants, à un moment ou à un autre, on rencontre des gens et on apprend plus que si on essaie de faire du pognon. Et c'est plus intéressant. Et donc je me suis pas mal battu et ça devient de plus en plus difficile avec des enfants pour faire que des choses dans lesquelles je croyais. Et j'en ai fait pas mal quand même où ça a été des compromis et où le mec de 20 ans que j'étais m'aurait mis une gifle. Mais je me suis toujours concentré là-dessus. Ouais. Et maintenant ça tourne beaucoup autour du vélo. Je pense aussi que à notre époque c'est plus facile d'essayer de travailler si on a trouvé une niche dans laquelle on va essayer de s'incruster. Où les gens qui sont intéressés par ça sont vraiment intéressés, c'est plus facile, c'est plus intéressant. Et oui, je m'éclate, oui. Tu nous parlais d'ultra distance. Oui. Et j'avoue que moi je suis impatient d'aborder ce sujet. Ok, cool. Moi j'ai envie qu'on revienne sur l'été 2018. Ok. Je pense ça se passait à la charnière entre juillet et août, je pense. Oui, tout à fait. Voilà. T'es parti de Grammont. Qu'est-ce que c'est que cette course? Qu'est-ce que c'est que cette course? La transcontinentale, qu'on appelle aussi la TCR, c'est une course de 4000 km qui traverse l'Europe avec 4 checkpoints, donc qui sont des endroits de passage obligés. Il n'y a aucune assistance, on n'a aucune assistance, on doit se débrouiller tout seul pour tout, se nourrir, s'habiller, rouler, trouver son hôtel, trouver le prochain point d'eau. Les checkpoints ont été placés dans les pires endroits possibles et imaginables pour traverser l'Europe, c'est-à-dire que ça fait un parcours de 4000 km alors que ça devrait en prendre 2000. Et ils ont été placés au milieu de montagnes en général, ou au milieu d'un coin où c'est pas forcément super facile d'accéder dans les temps qu'ils t'ont donnés. Mais du coup, il n'y a pas de parcours défini. Non. On te dit là où tu dois aller. Ouais. Et avec un peu moins d'avance. Chemin... T'as quelques mois d'avance pour préparer ta route quand même. Donc ça, tu connais l'ensemble des oui, checkpoints? tu connais à l'avance. C'est un peu la différence avec le métier de coursier où tu connais ta route au fur et à mesure de la journée. Là, tu l'as préparé pendant 6 mois, plus ou moins bien. Dans ton cas? Dans mon cas, très moins bien. Mais bon, c'était la première fois. Et ça a été un sombre échec. Mais ça a été aussi une formidable réussite et un moment hallucinant. En fait, moi, j'ai arrêté, je pense, à peu près à mi-chemin, dans le temps qu'il aurait fallu pour la faire en entier à quelqu'un avec un bon niveau. C'est quoi l'entraînement? Enfin, c'est quoi la forme physique que tu as, toi, au départ, avant de... Aucune. Ok. Non, mais tu roules entraîné, tous les week-ends ou tu roules tous les jours ou tu... Je suis pas un athlète, je suis pas un sportif du tout. Mais par contre, j'adore rouler à vélo, donc oui, ça implique de rouler beaucoup. Mais c'est bien si t'aimes bien rouler ton vélo au point de vouloir rouler toute la journée, faire entre 200 et 300 km. Je me souviens, il y avait quand même toute une période où je te envoyais des SMS et tu me disais « Ah non, je peux pas, là, je suis sur le vélo jusqu'à 22h. » Ouais, il y a eu beaucoup de journées comme ça. C'était ce que je pensais être utile pour ça et finalement ça l'était pas. Il valait mieux faire beaucoup de vélo, mais pas trop non plus. Moi j'en ai fait un tout petit peu trop au point de me bloquer le dos 2 semaines avant le départ. Ah, donc t'as démarré un peu fatigué? Ouais, j'ai démarré, j'avais 65 ans quoi. Okay. Je l'ai fini, j'avais 8 ans par contre, mais ça m'a foutu une année de vélo en l'air en fait. C'est pas une bonne pub pour la course, mais j'étais tellement concentré là-dessus parce que je savais que j'avais pas le niveau et je revenais d'une blessure au genou en hiver. J'avais plus que 4 mois pour préparer une course de 4000 km, c'est pas long. Je savais que je pouvais rouler 300 km sur une journée, mais je savais pas si je pouvais le faire 3 jours de suite. Quand j'ai recommencé à rouler, je roulais seul parce que j'avais peur d'être avec d'autres gens et du coup de changer mon rythme ou juste d'avoir mal au genou parce que j'avais été blessé et du coup ça me stressait. Okay, tout d'un coup je prenais des routes nationales au lieu de prendre des super jolies routes de campagne parce que je voulais savoir ce que ça faisait de rouler sur des routes rapides pour relier des villes et tout d'un coup à chaque fois que je partais j'avais dormi 3 heures, je me réveillais à 4 heures du matin. Ouais, parce qu'il y a les techniques des nuits aussi. Ouais, ça aussi j'ai pas masterisé ça. C'est ce qui m'a le plus gêné quoi. Et tu dors où dans cette course du coup? Tu dors sur le côté de la route, tu dors dans un hôtel, tu dors dans un Airbnb, comme tu veux. Mais donc ça veut dire que un peu de tout, à chaque fin de journée, tu te poses la question de savoir où est-ce que tu vas dormir. T'as pas réservé des hôtels sur Non, tu peux pas. T'as pas le droit. Personne vérifie si t'appliques les règles, mais elles sont tellement charismatiques que tout le monde les respecte, je pense. Tu dois prévoir tout en live, quoi. Okay. Tu peux pas partir avec genre un booking.com.
t'es pas sûr de savoir où tu vas te retrouver tel soir. En plus, oui, ça te mettrait plus dans l'embarras qu'autre chose, parce que tout d'un coup, tu te réveilles un matin, t'es crevé, t'as envie de faire 100 bornes. Ce qui est pas mal, quand t'es crevé, là, tout d'un coup, t'es là, genre, j'en ai 250, et puis, mince, ça a traversé les montagnes, j'avais mal calculé mon coût. Ça peut être plus encombrant qu'autre chose, donc c'est bien d'improviser. Moi, j'ai essayé d'avoir une stratégie qui a vraiment raté. J'ai eu l'idée de dormir la première nuit assez court. Pas assez court, pardon, assez vite en fait. Genre de rouler une demi-heure, le départ étant à 10h du soir, et puis d'aller dans mon Airbnb tranquille et de me faire une bonne nuit. Parce que j'avais qu'un enfant à l'époque, mais j'avais déjà des nuits agitées, ma femme était enceinte. Donc je m'étais dit, je vais commencer, c'était un peu mes vacances aussi, donc je vais commencer par une bonne nuit dans un bon Airbnb. Évidemment, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Trop de nervosité? Mais à fond. J'avais le cœur qui battait à 160, je pense, toute la nuit, quoi. Alors que j'étais allongé, j'arrivais pas à dormir, et j'étais là genre, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis arrêté? J'avais roulé 5 km. Il y avait 2 moustiques dans la chambre qui me terrorisaient. Et j'ai pas réussi à dormir, et je suis resté comme un idiot jusqu'à 6h du matin à me dire, non, j'ai payé ce Airbnb, je le rentabilise, j'essaye de dormir. Non, finalement, je suis reparti le matin, j'avais une nuit blanche et 200 km de retard sur la course, quoi. Donc c'était déjà compromis. Mais j'ai vite lâché l'idée que c'était une course pour plus me concentrer sur le côté aventure. Bien sûr. Et une fois que j'ai lâché ça, c'était magnifique. Un des objectifs pourrait être juste d'aller le plus loin possible, pas spécialement de rallier l'arrivée, mais... Si c'est vraiment le cas, alors ne pas se mettre dans cette course, quoi. C'est mieux, parce que autant le faire soi-même et le faire exactement comme on veut. Dans la course, t'as quand même toujours envie. Moi, je me suis un peu poussé quand même pour rattraper après. Et j'avais un peu les nerfs de ne pas être allé jusqu'au bout, quoi. Comment tu sais, quand tu participes à cette course, où sont les autres participants? Alors, tout est online. C'est un peu comme les courses de bateau où on peut les voir sur un site internet. Tout Donc est online. chacun a une balise GPS, voilà, en fait. Chacun a une balise GPS. Chacun retransmet en permanence sa position. Et donc, on a la communauté des Dot Watchers, ça s'appelle. Et c'est les gens qui regardent la course, en fait, sur internet. C'est moi. Et moi aussi. Et qui font le lien entre ça et puis un peu de réseaux sociaux. Parce que forcément, tu as envie de partager un petit peu. Je me rappelle de coucher de soleil au milieu des montagnes où et donc, les gens peuvent un peu suivre la course. Tu racontes un peu ton histoire aussi de temps en temps parce que là aussi, tu as envie de partager, tu te fais encourager, ce qui est super agréable, ça aide un petit peu. Ouais, voilà, moi c'est comme ça que j'ai découvert cette course. Je te suivais sur Instagram, tu postais 1 à 2 fois par jour des photos, ton humeur du jour, et ça m'a vraiment... J'ai été happé dans cette aventure, en fait. Et tu devais être pas très loin de la Slovénie, je pense, à un moment. Ouais. Et moi, je passais mes vacances avec ma compagne en Slovénie, et on était tous les deux scotchés. Tous les matins, on allait faire un petit check et on se demandait, tiens, il en est où Ryan? Ryan. Et on voyait des décors, les décors dans lesquels nous on était à ce moment-là. Tu devais vraiment, à mon avis, on était à quelques dizaines de kilomètres, voire à certains moments on a dû passer aux mêmes endroits. Et moi j'ai trouvé ça passionnant. Et alors du coup de ton Instagram, on va sur le site, on voyait les points et tout. Et on voyait, mais qu'est-ce qu'il fait comme tour? C'est bizarre là, pourquoi? En Slovénie, on est passé par Bovec. Et Mangard Seldo, qui est la route qui va le plus col, haut. C'est un col qui descend ensuite vers l'Autriche. J'ai eu la très très mauvaise idée de le grimper de nuit, en fait. Je suis parti un petit peu trop relax dans le début de ma journée et du coup je me suis retrouvé à devoir le grimper de nuit. Et je m'en suis terriblement voulu le lendemain à l'hôtel quand j'ai raconté ça au concierge de l'hôtel qui a failli me mettre une gifle en me disant mais c'est une des plus belles routes d'Europe. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Qu'est-ce que t'as raté? Retourne-y aujourd'hui. J'ai pas hésité longtemps, j'y suis pas retourné. Je me suis dit je la referai un autre jour quand je suis en forme. Mais ça aussi c'était une drôle d'aventure. Grimper une montagne de nuit, c'est un truc... il faut le faire une fois dans sa vie pour savoir que c'est pas un truc forcément à faire. Mais il se passe un truc, quoi. On est un peu à nu, on est un peu tout seul au milieu d'une montagne. C'est hyper impressionnant. Et moi je suis un type de la ville, donc... l'océan et la montagne, ça me calme toujours un peu. T'as fait combien de jours? T'as tenu combien de jours dans la course? J'ai été dans la course pendant 2 semaines, je pense. Mais ça faisait... Ouais, mais c'est déjà 15 jours durant lesquels tu vis dans des conditions difficiles. Ouais.
T'as campé des nuits dehors? Ouais, j'ai campé des nuits dehors. J'ai aussi passé des journées quasiment. J'ai dû me faire 1 ou 2 rest days, je pense, sur la course. Ou genre des journées où j'ai roulé genre à moins de 100 km presque. Donc j'étais un petit peu relax. J'ai tellement bouffé avec les 2 premières nuits que je pouvais plus être dans la course, vraiment course quoi. Et j'étais dans la fin de la course avec les lanternes. Avec les lanternes rouges. Mais c'était fun. Les autres, ils courent en peloton? Ils ont pas le droit de courir? Non, t'as pas le droit de rouler en peloton. Tu peux même pas rouler dans la roue de quelqu'un. Ok. Donc si tu croises quelqu'un, tu dois te forcer à le quitter. Non, tu peux discuter, t'as le droit de discuter, t'as le droit de rouler côte à côte un peu. Mais oui, dans l'esprit, t'es tout seul. Et c'est ça qui est génial aussi. Parce que tout d'un coup, t'es sur ton vélo tout seul au milieu de l'Europe. À rallier des points, tu sais même plus pourquoi, mais tout ce que tu sais, c'est que waouh, t'es au milieu de l'Europe. Ils ont la bonne idée de t'imposer des checkpoints qui font que tu vois des régions absolument magnifiques. Moi, j'ai eu vraiment du mal à quitter l'Italie, à quitter les Dolomites. C'était vraiment un endroit... je crois que... Et les Dolomites, t'étais pas obligé d'y passer, en fait? Non, t'es pas obligé, non. Tu peux toujours faire des gros détours, mais ils sont juste ingérables, ces détours. Si tu veux rester dans les temps, Okay. Tu peux contourner les montagnes, mais tu perds un temps de malade, quoi. Et puis les montagnes, c'est beau, quoi. Donc toi, dans ton cas, tu as eu le temps de découvrir le paysage, de t'en imprégner, tout ça. Ouais, je pense que tout le monde a eu le temps de s'en imprégner autant que moi. Disons que j'ai peut-être été un petit peu plus poète, je me suis arrêté pour regarder, j'ai fait une sieste par-ci par-là. Parce que je me souviens de celui qui l'avait remporté il y a 1 an ou 2 ou 3, je sais plus, qui disait dans un article que c'était la façon la plus arrogante de traverser l'Europe parce que lui, il avait vraiment tracé, il n'avait pas eu le temps de voir quoi que ce soit de paysage, ou presque pas, quoi. C'est une super citation de James Hayden, qui l'a gagné 2 fois de suite maintenant. Et je pense que ça vient du fait qu'il a fait beaucoup de touring avant, où il prenait peut-être un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a un côté genre... Mais pourquoi on traverserait ces endroits aussi vite à vélo, quoi? Sans prendre le temps de rencontrer les gens sur la route, en allant dans les stations-service pour se gaver, puis repartir. Mais finalement, même à cette vitesse, tu t'imprègnes déjà quand même beaucoup des paysages, tu rencontres des gens, forcément. Peut-être pas les premiers de la course, ils ont peut-être pas le temps de dire autre chose que bonjour, merci, au revoir dans les stations-service, mais quand même, quoi. Il y aura quand même des rencontres qui se font, il y a des trucs... Mais c'est vrai que moi, c'est aussi ce que je me suis dit. Genre, tiens, ça vaudrait le coup de traverser l'Europe à vélo et de prendre son temps, quoi. Tu m'avais dit qu'avant de partir, tu hésitais à prendre ton appareil photo pour documenter un peu la course. Puis finalement, tu es parti en mode course. Ça serait quelque chose que tu voudrais refaire, c'est prendre le temps ou couvrir la course, mais de l'autre côté du... Oui, j'ai postulé pour travailler avec la course. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire, surtout depuis le vélo, quoi. Et que j'ai fait un petit peu, comme Julien disait, sur Instagram pour rigoler comme ça, juste avec un iPhone. Et j'ai vraiment regretté les quelques endroits où j'ai été et où j'ai eu envie de faire des photos. Ça m'a vraiment manqué de ne pas avoir mon appareil photo. Et c'est la première fois de ma vie que sur un vélo, vraiment, ça me manque de ne pas avoir mon outil de travail, quoi. Parce qu'avant tout, le vélo, c'est un plaisir et j'ai longtemps résisté. J'ai ressenti la même frustration, en tant que spectateur. Surtout te connaissant, j'ai un mec qui est spécialisé dans l'image et tout, et il m'en montre pas assez. Mais en même temps, je me rendais bien compte que t'avais 1000 autres trucs à devoir gérer et que c'était un peu exagéré de ma part de en vouloir encore plus. Non, je pense pas en fait que ce soit exagéré, parce que moi je m'en suis vraiment voulu, faire 2000 km à vélo avec un iPhone, c'est débile, quoi. Surtout quand mais je pense qu'il y a même avec un iPhone, il y a sans doute moyen d'en faire. Oui, il y a moyen, mais moi j'ai pas de feeling avec un iPhone quand je prends des photos. J'ai pas de contrôle sur l'iPhone. Si je dis ça, c'est parce que moi j'aime bien le sport de manière générale, est un truc qui m'intéresse. J'ai pu peut-être il y a une vingtaine d'années me retrouver des après-midi entières devant le Tour de France à trouver ça passionnant. Entre-temps, j'ai plus le temps de le faire, le Tour de France est devenu ce que c'est devenu, etc. Là, devant cette course, je me dis, en fait, c'est ça que j'aimerais qu'on me scénarise comme événement sportif, en fait. J'avais l'impression qu'il y a une matière à documentaire, il y a une matière à presque faire une série sur s'attacher à quelques personnages et tout. Enfin, voilà, moi, je m'abonnerais bien volontiers pour suivre cette course d'une manière privilégiée, entre guillemets. Je pense qu'il y a une authenticité dans cet effort, il y a un côté aventure et il y a un potentiel à en développer le storytelling. Ouais, c'est les courses qui se font dans les conditions des premiers Tours de France.
Et donc du coup, elles impliquent pas mal elles impliquent pas mal d'anecdotes intéressantes. Mais en même temps, le documenter, c'est sans doute en changer aussi l'essence. Je sais pas. Ça dépend de la manière dont on le fait. Ouais, je sais pas. Il y a pas mal de documentaires qui commencent à sortir là-dessus. Il y a pas mal de gens qui commencent à s'y intéresser. Il y a pas mal de marques qui commencent à suivre ça. Ça commence à être un petit peu dans le paysage du cyclisme. Mais c'est encore tout frais. Donc c'est encore plein d'intégrité. Et c'est ça qui est chouette. Et je pense que le problème, c'est que je sais pas si je vais pas avoir une frustration, moi, personnellement, en prenant des photos ou en documentant ça. Parce que de l'extérieur. Choisir ses renoncer. Mais je pense que c'est comme ça qu'on filme les choses bien. Quand tu filmes un chef qui fait une recette qui te donne faim, tu la filmes différemment. Okay. Mais tu préférerais manger parfois. Là, je vais en suivre une en Oman, une course de 1000 km qui doit être faite en moins de 5 jours et qui sera faite par les plus rapides en moins de 2 jours. Et je sens que quand je vais rentrer, j'aurais pas envie d'aller en montage, mais j'aurais envie de monter sur mon vélo. Ouais. C'est le seul truc que j'aurais envie de monter, à mon avis, après avoir vu des types rouler toute la journée. Qu'est-ce qui fait que tu développes plus le côté photo que vidéo, pour l'instant en tout cas? Parce que c'est un peu à contre-courant de la tendance actuelle, j'ai l'impression. La vidéo est en train de devenir un peu le format roi et le format un peu accessible à tous. Les formats courts. C'est peut-être juste une question de feeling. Hein. C'est une question de feeling pour moi. En ce moment, j'en ai un petit peu marre de filmer. Quand on filme, on met plus de distance avec la personne qu'on filme que quand on la photographie. C'est un truc que j'ai remarqué dernièrement, c'est que quand on photographie, on a encore un échange intime avec la personne. On peut parler, on peut... À partir du moment où on filme, on doit s'effacer vachement plus qu'un photographe, je trouve. On doit disparaître et on doit aussi du coup mettre tout sur pause au niveau communication. Et je préfère prendre des photos en ce moment. J'ai l'impression d'être plus dans les moments, d'être plus avec les gens, d'être plus présent. Et donc c'est un peu mon feeling d'aller vers les mots et les images. Et donc d'écrire des articles, d'écrire des histoires et de prendre beaucoup de photos. J'ai toujours été intéressé par la photo et ça a toujours été en même temps pour moi un art super noble et super imposant dans lequel j'aurais jamais osé m'inclure. J'aurais jamais osé dire je suis photographe. Enfin la dernière fois qu'on m'a demandé si j'étais photographe, je me suis juste rappelé que je vendais des photos, donc peut-être j'étais photographe, peut-être un petit peu, même si je m'estime pas du tout photographe, quoi. Je m'estime vraiment comme un amateur. Et je trouve que c'est plus important pour moi aujourd'hui. Ouais. Après voilà, j'arrêterai pas de faire des... Oui, c'est une corde en plus à ton arc et tu vas pouvoir mixer les formats en fonction des histoires que tu as. Et je me dirige sur des formats plus longs en film, donc c'est bien de se poser un peu, de prendre le temps de respirer. Je crois que je suis un peu à une charnière dans ma carrière où je vais passer sur du long format que j'ai jamais fait. Long format, c'est 52 minutes? Oui, ou 1h30, enfin je vais vers des documentaires maintenant. Et donc, je pense qu'il faut un peu recharger les batteries, oublier les automatismes, explorer. Moi, j'aime bien la mixité de tes derniers portraits de Kardama, de François. Enfin, François, je ne l'ai pas encore vu, mais Kardama, il y avait du texte, il y avait des photos, il y avait des films courts. Aussi, Oui, j'aime aussi bien l'idée d'arrêter de travailler sur les vidéos dans des formats qui sont tout le temps un peu imposé par si on fait un documentaire, on va prendre plus de temps, si on fait un truc de télé, on va prendre moins de temps. Enfin, on peut raconter une histoire finalement aujourd'hui en utilisant de la vidéo, de la photo, du texte, et ça m'intéresse plus en fait d'essayer de trouver des nouveaux formats ou de travailler sur des formats classiques qui n'ont pas été trop altérés. La télé, c'est chouette, mais il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup d'automatisme, il y a beaucoup de raccourcis, il y a beaucoup de compromis. La télé, c'est fini la télé. Oui, c'est l'ancêtre d'Internet, comme disait Guignol. Ryan, merci beaucoup. Merci à vous. On était vraiment heureux de te recevoir. Et puis j'en profite pour saluer l'équipe du Léopold Café et les remercier de nous avoir hébergés aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Et Ryan, on continuera avec beaucoup d'intérêt à suivre tes aventures, tes histoires, quel que soit le format que tu choisisses, photo, texte, vidéo. C'était très agréable de se poser avec toi. Merci les gars.